Bonjour à tous, désolé de ne pas pouvoir être avec vous ce matin, j'ai des petits problèmes de Covid. Donc j'ai essayé de préparer une petite vidéo avec l'accord de Catherine et Chloé. Donc je m'appelle Olivier Vidal, je suis directeur de recherche au CNRS, à l'Institut des sciences de la Terre de Grenoble, et depuis quelques années, je m'intéresse à la modélisation de la consommation, de la production, des impacts et du prix des ressources et de l'énergie dans un monde en transition. Transition technologique avec la transition énergétique notamment, mais également la transition numérique qui nous intéresse plus particulièrement ce matin, transition économique avec l'émergence rapide de pays très peuplés, aujourd'hui la Chine, demain l'Inde, l'Asie du Sud-Est, après-demain peut-être l'Afrique, etc. Et puis également transition géopolitique avec une réorganisation des centres de pouvoir. Alors sur la thématique des ressources, c'est particulièrement vrai, avec des grands pays qui n'étaient pas des acteurs très importants il y a quelques années et qui le sont devenus, à nouveau la Chine par exemple. Donc, ce qui nous intéresse dans ces aspects de modélisation, eh bien, c'est de comprendre le métabolisme on va dire, de la société, qui comprend bien sûr des individus, mais également toute une infrastructure pour permettre de faire fonctionner cette société, de l'alimenter, etc. Et ce niveau de développement de l'infrastructure, notamment, va dépendre du niveau de richesse des régions que l'on considère et donc du PIB par habitant. Alors, évidemment, pour faire fonctionner cette infrastructure, eh bien, il faut de l'énergie et plein d'autres ressources, dont des ressources minérales et des ressources renouvelables. Et puis, ce métabolisme produit des déchets sous forme de chaleur et sous forme de déchets, on va dire, substances chimiques. L'énergie et les ressources sont utilisées pour fabriquer l'infrastructure, mais également pour la faire fonctionner. Et ce qui nous intéresse au premier chef, c'est de comprendre comment évolue la demande au cours du temps. Puisque nous travaillons sur des modèles dynamiques qui démarrent, on va dire, en 1950 à peu près, et qui reproduisent l'évolution observée, l'évolution historique, et c'est ça qui nous permet ensuite d'éventuellement dire des choses pour le futur qui sont certainement pas justes, mais en tous les cas raisonnables avec la connaissance que l'on a actuellement. Alors, je ne vais pas tout de suite démarrer par les problèmes qui concernent l'infrastructure, notamment pour le jeu, l'infrastructure numérique. Je voudrais commencer avec des choses un peu plus classiques avant de passer au numérique, et notamment l'évolution de l'infrastructure du transport, par exemple, au cours du temps, et plus particulièrement l'évolution du nombre, par exemple, d'automobiles par habitant en fonction du PIB par habitant. Et ce que l'on voit quand on regarde l'évolution au cours du temps de pays actuellement riches, ou pas, hein, d'ailleurs, de niveau de développement assez variable, eh bien, c'est qu'on a des évolutions qui sont assez similaires, avec une très très forte augmentation ici du nombre d'automobiles par habitant quand on est en dessous de 15 000 dollars de PIB par habitant, et puis quand on est au-dessus de 25 000, on atteint un seuil de saturation, un niveau de saturation. Le nombre d'automobiles par habitant n'évolue plus comme précédemment, et il devient quasiment indépendant du niveau de PIB par habitant. Alors ça se comprend assez bien, hein, ce qu'on appelle ces évolutions logistiques où on atteint un seuil de saturation. C'est simplement qu'on n'a pas besoin d'avoir 50 voitures dans son garage, et quand la technologie a complètement pénétré, que tout le monde est équipé, eh bien, il faut renouveler l'infrastructure, bien sûr, mais on n'est plus sur des taux de croissance très importants. Donc, cette observation, on peut la faire pour plein d'autres choses, hein, le nombre d'avions, de locomotives, de navires par habitant, le nombre de mètres carrés par habitant, etc. Je ne détaille pas ça, hein. Ce qui est important, c'est vraiment de comprendre cette évolution avec un seuil de saturation.
Alors, on se rapproche un peu on va dire, de l'infrastructure numérique, bon, même si on en est encore loin, mais on peut faire les mêmes observations pour l'électroménager, où ici, je mets des taux d'évolution, enfin, c'est l'évolution des taux d'équipement pour différents types d'appareils, télévision, lave-linge, etc. Des choses un peu plus récentes ici qui concernent les micro-ordinateurs, les micro-ondes, bon, le magnétoscope avec une descente pour les magnétoscopes puisqu'ils sont remplacés par autre chose, et notamment les smartphones qui permettent de faire des vidéos. Et puis ici, pour le numérique, donc on peut voir l'évolution des téléphones portables, par exemple ici en noir, ou des smartphones ici en vert. Et donc, ce qu'on voit dans tous les cas, hein, c'est toujours pareil, c'est une croissance quasiment exponentielle au début qui devient linéaire et puis ensuite on va vers un seuil de saturation. Alors vous remarquerez ici quand même que par rapport au cas précédent, c'est pas des évolutions par rapport au PIB par habitant, mais c'est des évolutions par rapport au temps. Alors il se trouve qu'en France, puisque là c'est le cas français, le PIB par habitant a évolué au cours du temps, donc il y a une relation de proportionnalité entre le PIB et le temps. Mais dans le cas du numérique en particulier, c'est vraiment une chose qui est assez typique, une évolution logistique. Ici, c'est le nombre d'utilisateurs de smartphones. Hein, en fait, c'est le pourcentage de la population mondiale qui a un smartphone. On voit qu'on a cette évolution, encore une fois, hein, qui va vers un seuil de saturation au cours du temps, et que finalement, si on regarde le cas particulier des États-Unis, eh bien, on voit une évolution qui est quasiment similaire. Elle arrive un petit peu plus tôt, hein, on atteint le seuil de saturation un petit peu plus tôt, là on est à la même échelle, hein. Mais quand même, finalement, même dans les pays en voie de développement, on a une augmentation du nombre de smartphones qui est très, très importante et beaucoup plus rapide que celle qu'on peut voir, par exemple, pour les véhicules. Donc ça nous dit que dans le cas particulier des smartphones, mais c'est vrai pour le numérique en général, j'ai l'impression, la vitesse de pénétration est en fonction du temps et non pas du PIB par habitant, parce que le service rendu, hein, pour finalement un coût qui est modique, est énorme. Donc des technologies qui percolent beaucoup plus rapidement dans tous les pays et à tout niveau de la société. Alors, l'autre différence ou l'autre particularité du numérique, c'est que si l'on regarde sur la figure de droite ici, l'évolution non pas d'un stock d'utilisateurs de smartphones, mais le nombre de smartphones vendus par année, donc là il s'agit d'un flux par an, eh bien on voit qu'on a à nouveau une courbe logistique en fonction du temps et l'atteinte d'un seuil de saturation assez rapidement. Donc finalement, si on regarde les stocks ou les flux, eh ben, on a une image, une évolution qui est assez semblable. Et ça nous dit que simplement la durée de vie des appareils est très faible et leur recyclage est très faible, ce qui fait que le stock doit constamment être alimenté quasiment à 100%, hein, ce qui n'est pas le cas, par exemple, des voitures ou des bâtiments qui ont une durée de vie beaucoup plus grande et pour lesquels on s'attend à avoir une diminution du flux au cours du temps pour avoir un stock qui est constant. Alors, pour le cas du numérique, on parle beaucoup de métaux technologiques hein, qui sont nécessaires pour fabriquer ces appareils et qui sont tous critiques. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces définitions, ça serait un petit peu long, mais effectivement, on a des métaux qui sont très particuliers, qui sont produits en relativement faible quantité, mais avec des taux de croissance annuels de la production qui sont absolument vertigineux, hein, de l'ordre de 10%, parce que les technologies évoluent très rapidement. Dans les années 80, par exemple, pour faire la puce d'un ordinateur, il fallait une dizaine de métaux. Actuellement, il en faut une cinquantaine. Et c'est vrai également pour les smartphones, des métaux qui sont également utilisés d'une manière générale dans toute l'électronique, dans les batteries, etc. Donc, ces métaux critiques, je crois qu'il y a un visuel qui va être fait par ailleurs. Ils attirent beaucoup d'attention, je le répète, parce que dans les pays développés, on a une grande dépendance à l'importation de ces métaux et ils présentent un inconvénient supplémentaire c'est qu'ils ne sont pas utilisés uniquement pour le numérique, mais également dans toutes les hautes technologies finalement, dont
la production d'énergie, mais également dans plein d'applications diverses et variées qui utilisent des hautes technologies, comme par exemple le secteur du transport, hein, où dans un véhicule actuellement, bah, vous avez un ordinateur, vous avez des écrans avec de l'indium dedans, vous avez des LED qui contiennent du gallium. Pour les véhicules électriques ou hybrides, bah, on sait bien qu'il y a des questions de métaux, notamment sur les batteries. Voilà. Et puis, on a une utilisation de moteurs électriques qui eux-mêmes consomment des aimants permanents, donc consomment des terres rares, etc. Je ne rentre pas dans le détail, mais ce que je veux dire ici, c'est qu'on a des utilisations différentes, hein, qui peuvent entrer en compétition et qui, encore une fois, utilisent ces métaux critiques avec des taux de croissance par an qui sont de l'ordre de 10%, voire plus, hein, ce qui veut dire qu'on double la production tous les, je sais pas, 3-4 ans, hein, environ. Voilà. Alors, c'est important de travailler sur ces aspects de demande, hein, comme je le disais précédemment, et cette demande permet d'estimer une quantité de matière nécessaire pour produire une infrastructure et une quantité d'énergie nécessaire pour produire ces matières et cette infrastructure, et également une quantité d'énergie nécessaire pour activer, enfin pour rendre cette infrastructure opérationnelle. Mais si on s'intéresse aux matières premières, hein, c'est pour illustration, eh bien, pour fabriquer cette infrastructure, il faut à la fois des métaux qui viennent de la mine, donc des métaux primaires, et puis des métaux que l'on peut recycler. Quand l'infrastructure, une voiture ou un téléphone arrive en fin de vie, eh bien, il vient nourrir un stock de produits en fin de vie qui peut être recyclé, et on rentre là dans le cercle vertueux de la boucle de recyclage. Cependant, on ne peut pas recycler à 100% parce que les taux de collecte des produits en fin de vie ne sont jamais égaux à 100%, et puis également parce qu'on a des taux de recyclage vrais, une fois qu'on a collecté les produits et qu'on doit les démanteler, qui sont eux-mêmes inférieurs à 100%. Donc, ça veut dire que finalement, à chaque fois qu'un appareil arrive en fin de vie, eh bien, on a une perte, hein, on a de la matière qui sort du système parce que ce taux de recyclage n'est jamais égal à 100%. Et si vous avez un téléphone portable qui est changé tous les 2 ans et que vous pouvez recycler certains métaux à 50% et d'autres métaux à 1%, voire 0, eh bien, la quantité de matière qui disparaît va varier entre 50% et 99%, évidemment. Et ça veut dire qu'il faut à chaque fois réapprovisionner en matière première primaire. Voilà, donc c'est un peu ce genre de choses que l'on fait. Et en grande conclusion, bon, concernant les impacts, on peut différencier 2 types d'impacts, ceux qui concernent la Pardon. Ceux qui concernent la production des appareils, et c'est des impacts énergie, matière, donc matière dont on a besoin qui rentre dans le système, matière qui est réémise en fin de vie. Ça va dépendre, comme je l'ai dit précédemment, du taux de pénétration des technologies, du contenu de ces technologies, du contenu matière, de la durée de vie, du taux de recyclage, du lieu de fabrication. C'est très important puisque le mix énergétique que l'on utilise pour la fabrication varie, hein, d'un lieu à l'autre. On peut utiliser beaucoup de charbon ou plus de nucléaire. Évidemment, en termes, par exemple, d'émissions de CO2, les bilans vont être différents. Ça va dépendre des technologies industrielles aussi qui évoluent rapidement. En fait, tout évolue rapidement et tous ces paramètres évoluent au cours du temps. Et puis, on a aussi les impacts qui sont liés à l'utilisation des appareils, hein, donc c'est à la fois, c'est plutôt l'énergie, on va dire, et ça va dépendre du type d'application qu'on invente au jour le jour, de l'intensité d'utilisation, aussi du mix énergétique, hein, bien sûr, puisque l'électricité est produite avec des mix énergétiques différents selon les pays. On a d'autres choses qui interviennent ici, notamment les effets rebonds, donc une utilisation plus répandue si on baisse le prix des technologies, les prix d'utilisation, et puis des effets d'opportunité. Quand on développe une nouvelle technologie, on ne sait pas exactement comment elle va être utilisée, hein. C'est particulièrement vrai pour les connexions rapides, par exemple, où on peut développer, grâce à la rapidité de ces connexions, de nouvelles applications.
Donc, tout ça nous dit que pour ce qui est du numérique, je ne parle pas des jeux en particulier, mais du numérique en général, on a des dimensions à la fois technologiques, économiques et sociétales qui sont extrêmement difficiles à quantifier, à caractériser et surtout à anticiper. Et pourtant, il faut le faire. Et ça, c'est absolument nécessaire, sinon on risque de conduire une voiture les yeux bandés. Avec plusieurs questions qui se posent. Une qui est récurrente, c'est la manière dont on peut estimer la vulnérabilité dans un monde en transition. Ces transitions et la complexification du monde, hein, qui est des technologies, et c'est particulièrement vrai pour le numérique, rend plus vulnérable, puisqu'il complexifie le système. Vulnérabilité, c'est aussi notre vulnérabilité pour nos entreprises d'import de produits semi-finis, par exemple, quand on assemblage un appareil, mais aussi l'import de matières premières qui peut se faire ailleurs, à un endroit où on va produire ces produits finis. Hein. Donc, on voit bien que la mondialisation et la complexification sont une très, très grande source de vulnérabilité. Puis après, l'autre question, bien sûr, c'est comment estimer les impacts futurs, sachant que le CO2, les gaz à effet de serre d'une manière générale, dont on parle beaucoup et qui sont réellement très préoccupants, ces gaz à effet de serre ne présentent pas, ne sont pas la seule cause d'impact, évidemment. Hein. Donc, peut-être que l'endroit où on veut aller dans le futur, c'est bien sûr minimiser les gaz à effet de serre, mais en gardant aussi un certain compromis, si nécessaire, avec l'utilisation d'autres sources, comme l'eau ou d'autres choses qui peuvent atteindre la biodiversité, etc. Et donc, comment on estime ces impacts futurs et comment on peut déjà, actuellement, travailler, par exemple, sur les émissions de CO2. Alors, comme les technologies évoluent très rapidement au cours du temps, c'est extrêmement difficile à faire, hein, bien sûr. Et si on parle des contenus matières, c'est pareil. Hein, on a une très, très grande difficulté à suivre les contenus matières, ne serait-ce que des smartphones, par exemple. Les analyses de cycle de vie qui sont faites sur des appareils il y a 5 ans ne sont pas forcément valables pour des appareils qui sont faits actuellement. Donc, je pense qu'une des manières de s'en sortir, en tous les cas, c'est ce qu'on essaye de développer de nous, c'est de trouver des proxys qui sont raisonnables et facilement mesurables. Alors, bon, je vous présente ici une approche très premier ordre, qui n'est pas forcément très connue, mais qui marche finalement pas si mal, et qui nous dit que le rapport entre l'énergie grise pour fabriquer un produit fini et le prix de ce produit fini est environ égal à 4 mégajoules par euro. Il y a des grosses variations, hein. Ça peut être entre 2 et 6 par exemple, mais au premier ordre, c'est à peu près ça. On sait qu'un litre d'essence, c'est 40 mégajoules et ça émet 2,7 kg de CO2. Donc, si on calcule à partir du prix l'énergie grise, ensuite on transforme en essence et on dit partout dans le monde on n'utilise que de l'essence, ce qui est faux naturellement, mais ça va nous permettre de comparer, on va pouvoir avoir une estimation au premier ordre des émissions de CO2 pour des produits extrêmement variables pour lesquels on n'a pas forcément d'analyse de cycle de vie qui sont très précises. Alors, je vous prends quelques exemples ici. Hein. Une voiture qui coûte 25 000 €, ça nous fait 100 000 mégajoules d'énergie grise, l'équivalent de 2500 litres d'essence, donc une production d'environ 7 500 kilos de CO2 par véhicule. Pour 80 millions de véhicules vendus par an, ça fait une production de 600 millions de tonnes de CO2 par an si on était tout en essence, ce qui n'est pas le cas, je répète. Une voiture électrique, c'est le double, mais on en vend moins, donc on a des émissions de CO2 qui sont moins fortes. Un smartphone, c'est 500 €, ce qui représente environ 50 litres d'essence, mais on en vend 1,5 milliard par an. Et donc, ça nous fait finalement des émissions de CO2 qui sont, dans l'ordre de grandeur, ceux des émissions de CO2 liées à la voiture. Hein, encore une fois, si on fait l'hypothèse que dans chaque cas, on n'utilise que de l'essence. Un PC, c'est moins que les smartphones, mais à nouveau, on est dans le même ordre de grandeur. Maintenant, un data center, moi, je n'ai pas trouvé d'analyse enfin, je n'ai pas trouvé parce que je n'ai pas vraiment cherché, mais je n'ai pas trouvé d'analyse de cycle de vie précise, mais si on part sur un ordre de prix de 10 millions d'euros pour un data center et qu'on en fait une soixantaine par an, eh bien, ça fait une émission de CO2 qui est 1000 fois inférieure au produit dont on a parlé avant.
Un câble sous-marin, ce que j'ai trouvé que c'était de l'ordre de 40 000 € par kilomètre de câble sous-marin. Je ne suis pas très sûr de ça, hein, mais c'est des valeurs que j'ai trouvées sur Internet. Donc, un câble sous-marin de 10 000 kilomètres, ça fait une production qui est équivalente en termes de CO2 à celle de l'installation et de la construction de la soixantaine de data centers. Voilà. Donc, avec des approches de ce type-là, on peut commencer à avoir des ordres de grandeur et finalement, on est assez surpris des résultats et on peut aller jusque finalement au jeu et en tous les cas, par exemple, à 1 heure de streaming vidéo. 1 heure streaming vidéo, pour 1000 milliards d'heures il y a 2 ans, et pour avoir 300 millions de tonnes de CO2 produits, qui est l'estimation faite par le Shift Project, bah, ça nous fait finalement 1 € pour 1 heure de streaming vidéo, qui, dans cet euro, on a bien sûr le CAPEX, hein, de toute l'infrastructure qu'il a fallu construire, la part de CAPEX, la part d'OPEX, la marge de l'opérateur, l'énergie de l'utilisateur, on a tout hein, qui est là-dedans. Et si on utilise à nouveau 1 € pour les 64 millions de personnes qui ont vu la dernière saison, je me demande si ce n'est pas la saison 5, de Stranger Things, eh bien, ça nous fait une émission de 135 000 tonnes de CO2, ce qui est tout à fait dans l'ordre de grandeur de ce qu'annoncent d'autres sources indépendantes au niveau que j'ai trouvé sur Internet. Donc, si je vous montre ça, c'est juste pour dire qu'avec des approches qui sont très simples, finalement, et même simplistes, eh bien, on devrait arriver à comparer des choses qui sont très différentes et pour lesquelles on n'a pas forcément vraiment d'analyse de cycle de vie très précise et qui ne sont valables que pour un temps donné. Alors, je terminerai en disant que la modélisation dynamique, telle qu'on essaye de la faire, c'est une forme de jeu. Hein. Un jeu avec des équations, mais c'est une forme de jeu. Et c'est ce qui m'intéresse dans ce lien entre jeux vidéo, notamment, et sciences. Alors, à l'heure actuelle, les modèles que l'on produit suivent des scénarios exogènes, d'évolution technologique, d'évolution, par exemple, du mix énergétique, des choses comme ça. Et puis, on fait un bilan en fin de simulation. Et je pense que l'intérêt du jeu, c'est justement de dépasser ce stade-là pour aller vers des approches plus pédagogiques et peut-être plus réalistes même, et qui seraient déclinées sous forme de jeux sérieux ou de jeux ludiques. Donc, ce qu'on aimerait faire, c'est de démarrer avec nos modèles, de commencer avec une modélisation initiale pour un objectif lointain qui est donné, et puis ensuite d'arrêter la simulation quand un indicateur se met au rouge. Ça peut être un indicateur des émissions de CO2 qui sont plus élevées que celles qu'on anticipait, ça peut être un indicateur économique, ça peut être un indicateur environnemental, par exemple. Et quand cet indicateur se met au rouge, eh bien, les joueurs qui sont présents autour de la table doivent prendre une décision, sachant que chacun des joueurs représente des intérêts qui peuvent être divergents. Il peut y avoir des industriels, des politiques nationaux, régionaux, on peut avoir des groupes citoyens, etc. Les perdants de la décision ont un pouvoir de réaction qui va influencer la trajectoire de la modélisation que l'on va continuer après que la décision soit prise. Et ça on reprend ensuite la simulation jusqu'à ce qu'un nouvel indicateur passe au rouge et il faut reprendre une décision. Et finalement, en faisant ça, on devrait pouvoir infléchir les trajectoires qui sont complètement continues, hein, des scénarios, et finalement, on peut penser que la trajectoire finale sera différente de celle espérée en début de partie. Ça permettrait de comprendre les couplages entre les dimensions technologiques, économiques, de ressources, sociologiques, etc., avec un modèle raisonnable, de visualiser les résultats, leurs conséquences et leurs couplages, ce qui a un intérêt, je pense, pédagogique, et puis de travailler sur le mécanisme de décision hein, et de sa dimension à un instant donné qui n'est pas forcément rationnel au sens d'un scénario continu et bien établi. Voilà, je vous remercie et puis j'espère que cette table ronde va bien se passer et la prochaine fois d'être présent avec vous. Merci, au revoir.